Bonsoir. Ça va? Oui. Bon, on est très content d'organiser cette première avec l'équipe de Pyramide, les distributeurs chouchous du Méliès. Je dis ça parce que pendant le festival de rentrée, il y a 4 ou 5 films distribués par Pyramide, ce qui est absolument inéquitable vis-à-vis des autres distributeurs, mais on n'y peut rien, ils avaient le meilleur line-up de l'année. Et ça incluait le film que vous allez voir ce soir, mais qui sort avant, donc qui sera hors festival. Merci d'accueillir les deux réalisateurs, Arnaud et Jean-Marie Larieux, l'acteur Karim Leclou, et de saluer au passage pour la production Saïd Ben Saïd de SBS et le producteur Kevin Schwanstein. On accueille aussi Pierrick Bailly, l'auteur du livre dont le roman de Jim est adapté. Et on sera rejoint tout à l'heure par Andranik Manet, que je n'ai pas encore vu. Et donc on remercie Éric Lagesse et Roxane Arnaud pour la distribution et Monica Donati pour la presse. Voilà, et puis vous pouvez saluer aussi Freddy Donès, le premier producteur des Frères Larieux, qui est Montreuillois par ailleurs. Arnaud et Jean-Marie, est-ce que vous voulez commencer par nous dire un petit mot? Et peut-être, parce que non seulement c'est adapté de son livre, mais en plus c'est son anniversaire aujourd'hui. Comment ce film est né de la rencontre d'un texte qui est le roman d'Emeric. Ça s'appelle un lapsus par rapport à l'identité du personnage. Désolé, on te met la pression, mais on aime bien commencer par l'origine, donc par Pierrick, l'écrivain. C'est moi qui commence. Comment ça a commencé? C'est par toi, non? Oui, puisque quand le livre est sorti, il y a eu plusieurs cinéastes et producteurs qui étaient intéressés. Et mon éditeur, sachant que j'aime le cinéma, m'a proposé de faire une liste de cinéastes à qui envoyer le texte. J'ai mis tout en haut de la liste Arnaud et Jean-Marie Larieux. Et 2 semaines après, j'avais un retour comme quoi ils voulaient me rencontrer pour parler d'une possible adaptation. On s'est vu rapidement et tout de suite ils avaient des idées qui m'ont enthousiasmé. Donc quand il a fallu faire le choix, parce qu'il y avait aussi d'autres personnes, et c'était très simple. Et puis je crois que tout a été assez simple, quoi. C'est facile de dire ça une fois que tout est fini, mais néanmoins le livre est sorti il y a 3 ans, donc ensuite l'écriture, le tournage. Moi j'ai découvert le cinéma, ce qui est un tournage de cinéma à l'occasion de Muller, et j'étais surpris. Je m'attendais, puisque le film était tourné dans le Jura, à une équipe de Parisiens qui débarquent un peu sans ménage pour les lieux et les gens, et ça a été tout le contraire. Ils ont vraiment fait une place à tout le monde sur place, voilà, à Saint-Claude et dans les villages alentours, et ils ont été sensibles au lieu et peut-être à une forme d'âme qui existe là-bas et qu'ils ont su capter. J'en suis très heureux. Oui, moi j'ai l'impression qu'il s'est passé comme un échange, comme on disait dans les voyages scolaires, un échange de... On s'est dit, finalement c'est une commande de Pierrick, on va faire le film, puisqu'il nous a choisi, on va faire le film qu'on sent potentiellement dans le livre. Et puis il se trouve qu'il y a un signe, enfin c'est quand même, faut le raconter, quelques années avant, moi dans une librairie à Paris, je vois un livre qui s'appelle L'Étoile du Haut-Acam, Pierrick Bailly. Et le Haut-Acam, c'est un lieu entre la plaine et ce qu'on appelle un piémont, entre les montagnes et la plaine, qui est vraiment dans les Pyrénées et qui est le lieu où on a grandi, vraiment, qui est un lieu vraiment très intime. Et donc c'était curieux que cet écrivain, et quand on s'est parlé, il nous a dit non, mais c'est le nom qui m'a... Je lui ai passé une fois, comme ça, vite. Et pourquoi il avait choisi ce nom-là? Donc c'est vrai qu'on a toujours pensé qu'il en savait plus que nous sur cette histoire. Et donc on lui a dit non, on ira tourner dans le Jura. Et je pense que quand on se déplace ailleurs, on a été plutôt très précis. On lui a demandé de nous présenter les lieux qui avaient inspiré le roman. Et on a été moins fantaisiste que dans les Pyrénées, je dirais. Le roman nous a émus, on peut le dire. Et on s'est dit, tentons le coup, tentons l'émotion au cinéma, ce qu'on avait fait, mais parfois un peu par hasard ou pas vraiment volontairement.
Et ben là, on s'est dit, porté par le livre, on s'est dit, allons-y. Alors, c'est pas simple l'émotion, c'est pire que le rire. C'est encore plus difficile que le rire, que la comédie. Et là, ce qui nous manquait, c'était le comédien qui allait incarner ce fameux Émeric. Et là, on a mis beaucoup de temps. On a mis bien 5 Alors qu'à l'arrivée, c'est une évidence. Et oui, ben c'est comme ça les évidences, souvent. C'est des longs chemins vers l'évidence. On ne se connaissait pas, et d'ailleurs, on a pris un café. Un bon café. Un bon café. Et au bout de 10 minutes, on a fait au connaissez, on savait que c'était... C'est vrai? Ah oui. Mais ça faisait 3 mois qu'on cherchait, qu'on faisait des essais. Ah oui, il y avait une évidence. Oui, mais c'est toujours un cheminement, le casting, c'est... Alors on reviendra après sur le tournage et tout ça, oui, mais voilà. Tu as une idée, toi, de pourquoi ils t'ont choisi en 10 minutes sans faire d'essai? J'étais disponible. Ok. Ça, c'est une réponse assez réaliste du métier d'acteur. Je crois que c'est la première. La deuxième, je ne sais pas, on a échangé sur le scénario et je crois qu'on avait partagé un peu les mêmes visions sur le personnage. Et puis moi aussi, j'ai été très touché par leur écriture, puis après par l'écriture de Pierrick. Je trouve que c'est une écriture assez puissante. J'étais très touché par la pudeur de l'émotion qui se dégageait de ce scénario. Donc j'avais envie le temps d'un instant d'essayer d'être un homme doux. Sur 1h40, ça me semblait possible, éventuellement. Dans la vie, je suis pas forcément tout le temps gentil et doux. Donc là, j'ai essayé d'aller... Enfin, ça me motivait d'essayer d'aller faire quelque chose que j'avais pas fait encore sur tout un film. Et puis, le café était bon. Voilà. Donc c'est un bon café. Et puis ce jour-là, il y a eu un truc assez incroyable. On discutait, puis il y a Noé Habitat qui traversait la rue. Et je crois qu'ils se sont dit qu'elle serait super en sœur. Oui, on pensait un peu à elle, comme ça. Et puis elle passe devant, mais vraiment, penchée sur son téléphone, donc elle nous a même pas vus, on l'a même pas arrêté. Et on s'est dit, tiens, ce serait une super sœur d'Émeric. C'est facile le casting finalement. Il y a des jours où c'est facile. Après 6 mois de galère, il y a un jour où c'est facile. À midi, on déjeunait avec Andranik Mané pour faire un possible Émeric, une version plus jeune qu'on aurait vieilli dans le film. Et puis on a déjeuné avec lui et à la fin on s'est dit mais en fait on vient de rencontrer Jim version adulte. Et le soir on était au concert de Bertrand Belin. On avait quand même déjà choisi, mais on a confirmé. On a confirmé. Voilà. Bertrand Belin qui travaille à Montreuil et qu'on n'a jamais reçu au Méliès. C'est une espèce de miracle le jour où il vient accompagner un des films, parce qu'il est très proche de nous par plein d'endroits. C'est un petit message personnel, voilà. Faites venir Bertrand Belin un jour pour qu'il soit célébré dans ces murs. Merci beaucoup à tous les 4 et à tout à l'heure pour la rencontre. Merci. Il y a le jeune Shane Copain qui a co-écrit et co-fait les musiques avec Bertrand Belin. Voilà, les jeunes. On se verra tout à l'heure. Oui, on va prendre le cercle tout à l'heure. Bon film. Merci d'accueillir Arnaud et Jean-Marie Larieux, Pierrick Bailly, Cham le compositeur, Karim Leclou. Alors, je commence par poser 3-4 questions et puis ensuite on vous laissera réagir au film. Voilà, c'est toujours mieux avec la lumière pour vous mettre en valeur. Non, c'est mieux dans le noir. C'est mieux dans le noir. On a fait aussi parfois. Je vais de nouveau commencer par Pierrick parce que j'ai envie de comparer, j'allais dire, l'intention à l'origine des deux œuvres, le roman d'abord et le film ensuite. Est-ce que tu te souviens, Pierrick, du geste premier, de l'idée, de l'étincelle qui a produit ce roman, la toute première idée d'écriture qui t'a conduit à te lancer dans l'aventure de l'écriture du roman de Jim? Oui, après ça va ressembler à une rencontre littéraire, donc je ne vais pas trop développer là-dessus, mais disons que juste avant ce livre, il y en a eu un autre qui était déjà sur... moi, je n'aborde pas les livres avec des thématiques, mais qui étaient
J'ai un livre sur la paternité, mais sur ce qu'elle peut avoir d'éventuellement douloureux, de compliqué. Et ce livre-là est arrivé en réaction pour parler de tout ce qu'il peut y avoir d'heureux, d'agréable, de joyeux dans l'expérience d'avoir puis d'élever des enfants. Et une des scènes qui m'émeut le plus, parce qu'en plus elle renvoie pas quelque chose de précis dans le livre, je crois, c'est les premiers pas de Jim. Souvent les questions à la sortie du film, j'ai l'impression c'est quand est-ce que tu as pleuré, toi, à quel moment, ou à quel moment tu as été ému. Et moi je pleure quand je vois le film, avec cette scène dans une prairie fleurie assez magnifique où Jim fait ses premiers pas sous les yeux d'Emeric, et la réaction de Karim est magnifique, et l'enfant qui titube, qui tombe, puis qui se relève. Et je trouve que c'est une scène qui dit tout du bonheur parental et de l'expérience de la paternité dans les premiers temps, les premiers mois, les premières années. Alors cette question de la paternité, pas nécessairement biologique, en fait elle est très ancienne dans votre cinéma, Les Deux Frères. J'ai revu cet après-midi La Brèche de Roland, et en fait le film parle quand même aussi beaucoup de ça, de est-ce que c'est vraiment ton enfant, qu'est-ce que ça fait de savoir que le père n'est pas le père réel, etc. Du coup c'est une question très ancienne et qui traverse plusieurs de vos films, jusqu'à Tralala, où il y a aussi cette histoire de famille d'adoption. Est-ce que c'est ça qui vous a touché d'abord à la lecture du livre, ou est-ce qu'il y a d'autres enjeux qui vous paraissaient motiver le fait de faire cette fois une adaptation ? Alors, il faut savoir que tu dis histoire très ancienne, mais c'est aussi une histoire très ancienne dans la vie des hommes en général. Oui. Enfin, des hommes, des humains, je veux dire. Et même, je pense qu'il y en a beaucoup moins qu'à certaines époques. Il y a des siècles et des milieux où on recueillait les enfants. Il y avait toujours des enfants illégitimes. C'est une très très vieille histoire, mais au sens de l'humanité. On le voit beaucoup encore en Afrique. Il y a des enfants accueillis, on crée des familles recomposées. En fait, on est dans des cultures, à partir du moment où le droit est apparu chez nous, on a essayé de régler cette histoire de à qui est l'enfant pour des questions d'héritage. Mais en réalité, il y a beaucoup, c'est très très ancien, enfin, le Moyen-Âge, la Renaissance, il y avait énormément d'enfants illégitimes, énormément. Et on prenait les enfants dans des familles, alors souvent pour travailler. Oui, ça vient de là l'histoire. Donc nous on arrive dans des moments où le couple est constitué, le droit du mariage est constitué, le droit de l'appartenance est constitué, donc le droit de l'héritage. Nous ce qu'on aime bien dans cette histoire c'est que il n'y a pas d'héritage, c'est des milieux où de toute façon il n'y a pas d'héritage. Jim ne va pas hériter de l'intérimaire d'Emeric. Et donc ça devient des histoires sentimentales, des histoires romanesques, mais c'est plus des histoires c'est des histoires avant l'hérédité au sens du droit. Voilà. Et ça, nous on a toujours aimé, juste on enlève les liens du sang et on revoit un rapport. Et on le revoit, c'est-à-dire on crée un nouveau rapport père-fils sans le droit. Et évidemment qu'il existe, sinon on n'existerait pas. Mais quiconque ici, tout le monde ici a des histoires comme ça. Et, il suffit de remonter de 1, 2, 3 générations, il y a des enfants, ce qu'on appelait, alors ça change de terme suivant les époques, illégitimes, etc., etc., etc. Il y en a plein. Les orphelinats existent quasiment plus, mais il y a des siècles où les orphelinats étaient les premières écoles de France, de l'Europe. Après les guerres, n'en parlons pas. Enfin, c'est l'histoire d'enfants dit maintenant illégitimes, donc en rapport avec la loi, est une extrêmement vieille histoire. Non mais pourquoi il nous touche? Je vais faire la version personnelle. Non, c'est pour ça que vous êtes deux. Oui, c'est deux. Donc, pardon, moi, elle me touche, je vais te dire pourquoi elle me touche. Parce que justement, ça remonte à avant le droit. C'est-à-dire, on remonte à un rapport. On remonte à un rapport, point. Et nous, on a toujours aimé ça. On l'avait fait sur Peindre faire l'amour, sur les couples. L'histoire de Peindre faire l'amour, on appelle ça un film sur l'échangisme. Pas du tout. C'était une rencontre amoureuse entre deux couples. Mais nous, c'était juste pour revoir qu'est-ce que c'est une rencontre. Parce que alors, une rencontre entre un homme et une femme, bon, on connaît. Mais revoir la question en changeant le point de vue, c'est-à-dire, normalement, ça ne doit pas se faire. C'est ça la question.
Normalement, ça ne doit pas se faire, une rencontre. Et ça on a beaucoup aimé. Et c'était dans le roman, c'est-à-dire, dans le roman, c'est des gens qui normalement, dans le droit bourgeois, dans le droit, Emmerich ne doit pas prendre cet enfant. Et nous, d'ailleurs, dans le film, on ne fait pas la scène où ils se posent la question entre eux. Ils ne se posent pas la question. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de cet enfant que j'ai dans le ventre? Non, la scène, c'est, elle lui dit, tu es gentil. Et lui, il lui dit, j'aime ton ventre. Et la scène d'après, c'est, on va chez maman. Et c'est chez maman. Alors, qui c'est qui va l'élever? Voilà. Et ça, on aime bien. C'est-à-dire que ça redéfinit les rapports. C'est tout. Moi, c'est ce que j'aime dans ce genre de rapport. On peut les redéfinir. En les traitant comme ça, on peut les redéfinir. Tu voulais compléter? Oui, non, mais parce que c'est quelque chose, effectivement, qu'il a traversé un peu inconsciemment, cette histoire de... Moi, j'ai l'impression que, en tout cas sur la durée, nous, je sais qu'on a des bons rapports avec nos parents, parce qu'on est passé... voilà, on était... voilà, déjà, on n'est pas du tout dans des mystères. A priori, on est vraiment les enfants biologiques, deux frères de nos parents. Voilà. Déjà, ça s'est réglé. Mais ce qui est plus curieux, c'est que je trouve que les rapports, ils durent plus quand on passe de ce lien biologique à des rapports, étrangement, plus d'amitié. Je ne sais pas comment les définir, mais nous, on a fait plutôt le cheminement inverse. On est passé de nos parents biologiques à des parents adoptifs. Voilà. Au fond. C'est-à-dire qu'au fond, c'est qu'à un moment donné, il faut se choisir. Voilà. Je pense que c'est ça l'histoire. C'est qu'il faut se choisir, même s'il y a des liens biologiques, et donc ça se renouvelle, c'est pas parce qu'on est parents biologiques, des fois il y a des gens qui n'ont pas envie d'avoir des rapports avec leurs parents. Et je trouve que ça se recrée. Et donc quand on a une histoire comme ça, on voit bien que, par exemple, tous les pères... ils ne savent pas, sauf que les enfants viennent du ventre de la mère, mais il faut les adopter, les enfants. Et je pense qu'en fait, le sujet, enfin, je ne sais pas, mais on le formule après. Nous, on s'est dit, tiens, ça nous intéresse, on a des films qui tournent. Et j'ai l'impression qu'il faut tous s'adopter. Voilà, il y a quelque chose autour de ça. Et à partir du moment où c'est ça, il faut tous s'adopter, mais c'est révolutionnaire, ça. Mais c'est vrai. Parce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'histoire, qu'il n'y a pas de... enfin, ça se recrée. Ça se recrée, c'est des choix, c'est de la liberté, ça s'invente. Donc je pense que tout ça touche à ça. On m'a demandé aujourd'hui quel était le thème du film et j'ai répondu l'adoption. Et quelqu'un a entendu ensuite sur France Info un pitch du film et m'a dit mais c'est pas du tout l'adoption, c'est sur une famille recomposée. Je dis si, c'est quand même le thème du film. Il s'agit vraiment de se choisir sa famille. Et donc du coup... Choisir sa famille. Je sais pas, parce qu'il n'y a pas longtemps, enfin, nous on est nés à Lourdes, on parle toujours des Pyrénées et tout ça, et puis là, bon, il faut être très précis dans la géographie. De temps en temps, on tourne des films de forêt qui se passent dans l'Aude, donc qui est un peu plus éloigné des Pyrénées. Et je trouve que nous, on y a eu une enfance aussi, parce que nos parents avaient rencontré des amis, ils ont eu une maison, et on a rencontré un village d'adoption. Et on se souvient très bien, enfant, comment ça nous a libérés d'avoir un village d'adoption. On arrivait d'ailleurs et on nous adoptait. Et tout d'un coup, il y avait quelque chose, on n'en revenait pas, d'abord, du regard des gens qui nous accueillaient. Et puis, ça nous libérait de ce que nous, on est nés à Lourdes. Alors, on racontait d'où on venait, nos origines, les familles. Et tout d'un coup, il y avait on se réinventait dans ce village d'adoption. Voilà. Je pense qu'il y a quelque chose qui circule à la fois dans le livre, dans le film, autour de ça. Alors, dans l'adoption de corps étrangers, il y a aussi le fait d'accepter dans son cinéma des acteurs qui ne sont pas encore apparus, à commencer par Karim Leclou. Est-ce que tu peux nous expliquer, toi, ce qui t'a intéressé à la fois dans cette rencontre de 10 minutes au café, mais surtout à la lecture du scénario ou du roman de Pierrick? Au départ, je pensais que c'était comme une rencontre du troisième type. Et je me disais, tiens, c'est marrant, mon agent m'a parlé du film et m'a pitché la chose et parlait de douceur. Je me dis, c'est pas exactement ce que j'ai fait ces derniers temps, de la douceur, mais du coup, j'étais très curieux de les rencontrer. Puis quand j'ai lu le scénario des Frères Larieux, j'ai été très, très touché. En fait, je trouvais qu'il y avait une mécanique à la fois de scénario ultra précise, que c'était un film qui mettait en avant un homme doux,
Et le temps d'un instant, j'avais envie d'essayer d'être un homme doux. Voilà, j'étais très touché par la pudeur aussi de l'écriture. Je trouvais que ce soit d'ailleurs dans l'écriture de Pierrick ou dans l'adaptation des Frères Larieux, il y a quelque chose qui se joue entre les lignes. Et il y a une pudeur dans le sentiment qui fait que pour moi, en tout cas, quand j'ai refermé, j'ai trouvé ça très, très émouvant. Voilà, et quand je les ai rencontrés, je me suis dit qu'ils étaient super, qu'ils étaient très humains, qu'ils disaient bonjour, merci, au revoir. Quand on prend un café dans le cinéma, on peut observer des fois il manque un de ces trois mots, voire les trois. Là, il y avait les trois. Donc j'étais très, très, très heureux. Et puis non, là, très vite, on est tombé d'accord aussi sur le personnage, sur l'idée d'un résilient, mais qui n'est pas forcément... Résilient n'est pas forcément un personnage passif, c'est juste quelqu'un qui fait face aux difficultés et qui avance. Et je crois que j'étais très touché par le récit, par ce récit autour de la paternité, des liens en général, de comment ça peut se créer et se rompre aussi dans une vie. Et je trouvais que le récit était hyper émouvant et c'est une très belle écriture. Voilà. J'ai rarement, moi, lu un scénario en étant ému à la fin, et je tiens à les féliciter tous les trois, eux deux, parce qu'ils ont fait un boulot formidable, lui aussi, mais lui c'est son anniversaire, donc on va lui souhaiter un bon anniversaire encore. Voilà. Ah, c'est vrai, c'est ton anniversaire. Ouais, bon anniversaire, quoi. Alors, j'ai quand même une question assez importante dans le film, mais dans le livre aussi, qui est d'essayer de comprendre comment l'émotion vous semble aux uns et aux autres, en tant qu'auteur, plus forte du fait de nous mettre dans une position, nous spectateurs, d'une certaine façon, révolte contre le personnage parce qu'il n'agit pas assez, parce qu'il ne parle pas tout de suite pour dire qu'il a été victime d'une certaine façon de l'invention de la fameuse Samantha, etc. Enfin, qu'est-ce qui fait que l'émotion du spectateur est plus grande à créer cette frustration, ou du lecteur, de ne pas révéler la vérité? Peut-être. Ouais, c'est dur, hein. Mais en même temps, c'est une question importante dans le film. Oui, on comprend. Avant le livre, je crois qu'il y a un film en particulier qui n'a rien à voir avec cette histoire et qui pourtant m'a un peu guidé dans l'écriture sur précisément la question du mélodrame dans la structure. Ça m'a guidé à un moment où l'histoire était déjà assez avancée et écrite, mais c'est peut-être le plus grand mélodrame de l'histoire et peut-être mon film préféré de l'histoire du cinéma, c'est Les Parapluies de Cherbourg. Et Les Parapluies de Cherbourg, c'est 3 parties: la rencontre, le départ, le retour. Et on peut l'appliquer finalement à la structure du roman de Jim. Alors moi je ne l'ai pas faite consciemment comme ça, mais à un moment donné je me suis dit, puisque j'ai l'impression d'être en train d'écrire une histoire avec un potentiel émotionnel assez fort, est-ce que finalement il n'y a pas un archétype de structure que je peux essayer de travailler? Et oui, là je suis revenu au film que j'ai sans doute vu le plus et je me suis dit, voilà, on peut associer à cette histoire la structure des parapluies et c'est ça, donc c'est la rencontre, mais il y a Florence et Emmerich et puis Jim, donc c'est pas 2 mais c'est 3. Après il y a un départ à un moment donné et puis forcément, moi en fait pour tout vous dire, la première version du livre, elle s'arrêtait aux 2/3 de ce que vous avez vu. À un moment donné, quand il a 15 ans, quand Jim a 15 ans, Emmerich voit Florence lui raconte la vérité de ce qu'elle a imaginé, qui n'est pas un stratagème machiavélique, mais qui est, voilà, c'est quelque chose qu'elle a voulu essayer pour se sauver elle, sauver peut-être son fils, donner une chance à cette histoire avec Christophe. Et puis il y a une scène qui a été tournée mais qui n'est pas dans le film, qui était une scène d'ailleurs assez cinématographique, puisque dans le livre, Emmerich observe Jim à 15 ans avec Florence et Christophe à travers une baie vitrée dont il parle exactement comme d'un écran de cinéma. Une baie vitrée d'une maison qui est perdue au milieu des hauts plateaux jurassiens.
et comme s'il y avait un grand écran de cinéma posé sur la combe, et puis suite à ça, il y va pas, il les voit, il voit Jim à 15 ans, devenu un grand ado, et puis après il va se poser dans un champ, et puis le livre s'arrêtait là, et comme je fais à chaque fois, je le donne à lire à ma première lectrice, qui est ma femme, et puis elle me dit, mais tu te fous de moi, l'histoire elle peut pas s'arrêter là. Et je lui dis, oui je sais, d'ailleurs je prévois de faire un tome 2, où ça commencerait comme ci, comme ça, il se retrouve et tout. Puis je lui dis, non, il n'y a pas de tome 2, en fait ton tome 2 tu le colles, tu continues. Voilà, et donc j'ai pris tout le matériau que j'avais mis de côté pour un deuxième livre, et puis j'en ai fait un seul. Et finalement, ce qui manquait, c'est le retour. Dans les parapluies, on ne va pas s'arrêter, comme ils s'appellent, Guy et Madeleine, qui décident de vivre ensemble. Non, il faut un moment que... C'est drôle parce que ça permet... Les débats servent à ça, parce qu'on n'avait jamais parlé de ça ensemble. On subodore qu'on aime bien de lui. Il nous l'avait raconté. Non, celle-là oui, mais sur l'histoire des parapluies de Cherbourg. Parce qu'au fond, chaque fois, quand on nous dit c'est quoi le mélo, puis on n'ose pas trop le dire, parce que ce qui vient d'abord, c'est la comédie musicale à propos de Demy, mais au fond, celui qui a écrit les grands mélos français, pour nous, c'est Demy. Donc là, pour le coup, on est bien d'accord. Et cette scène, alors si on est... Parce que donc on l'a tourné, c'était très compliqué de trouver au fond du Jura la fameuse maison avec la baie vitrée, les personnes. On l'a trouvé, les gens ne voulaient pas qu'on y tourne, on y a tourné, on y a passé une nuit, c'était compliqué. Et je raconte ça parce que c'est l'histoire du montage, et ce film travaille beaucoup le montage aussi. Et puis c'était bizarre parce que nous, par contre, au cinéma, on a eu la chanson écrite par Belin de la chanson de Jim. Et donc après cette scène où ils viennent d'apprendre que Florence a menti, ils traversaient un pont, ils tentaient de manger un kebab dans un tube, on aimait beaucoup la séquence, et ils prenaient la voiture, on les aimait, voilà. Il l'a mangé, en plus on l'a fait, vraiment c'était de manière assez compliquée. Il y a la version où il mange. Oui, d'ailleurs il y avait même la version où il mangeait et la version où il mangeait pas. Il y a eu plusieurs prises. Non, deux. Celle qui était écrite, c'était celle où je mangeais pas. Il reçoit la chanson existe, et au montage, donc nous au cinéma, on a la chanson. Donc c'est first phase à la chanson. Et après c'est des étapes, on y va lentement, mais il y a un moment dans le film avec le rythme qu'il avait, etc. Le jour où on a essayé, on coupe le pont, on coupe le kebab, et on coupe la baie vitrée, et on entend la chanson. Alors ça aussi, parce que la chanson elle avait été tournée en plan séquence, c'est-à-dire c'est un plan long sans coupe, et si on veut préserver le plan séquence, il faut tout couper avant pour tout d'un coup se préserver un moment de vraiment, voilà, on rentre dans un temps présent et c'est la chanson. Et c'est vrai que quand on a vu ça, on se dit, ben voilà. Et c'est une petite leçon didactique de montage, mais c'est ça le montage. Parce qu'au lieu de regretter infiniment les choses qu'on coupe, mais c'est le moment où on est prêt à le faire. Et ça, alors en rejoignant ça parle d'émotion. C'est-à-dire que ça densifie l'émotion tout d'un coup de se dire, voilà, il y a eu l'explication, il reçoit la chanson, on entend la chanson, et il ne revoit pas le fils, il l'entend. C'est beaucoup plus fort. Voilà. Puisqu'on parle de musique. L'autre moment de grande émotion, je dirais, mais c'est les Édipes aussi. Je pense nous-mêmes au montage, ça a été le choix d'Andranik Manet, mais le moment où Annette Butard monte avec elle, et quand on a vu ensemble Andranik, comme c'est un peu tourné comme un western, il y a juste un type de 1m87 qui est le fils, qui est Jim, qui vient vers la caméra, c'est extrêmement émouvant. Là, il n'y a pas de musique, il n'y a rien, mais... Andranik qui est peut-être dans la salle d'ailleurs, parce qu'il devait être là ce soir. Je sais pas. On l'aurait vu. Mais c'est le sens des ellipses. On l'aurait vu. Parce qu'au fond, on connaît tous cette phrase qui nous agace tellement enfant, c'est chaque fois qu'on voit des personnes qui ne se sont pas vues depuis 6 mois. Ah, il a grandi, ah, elle a grandi. Ah. C'est ce qu'on entend toute notre enfance, on se tape ça. Et là, tout d'un coup, dans un film, ces espèces d'êtres qui viennent d'ailleurs, donc on en revient à l'adoption aussi. Qui sont les pères ou les mères, les enfants, tout d'un coup, ils nous, enfin voilà,
sont autres, ils sont libres. Et je pense dans ce plan où il arrive, enfin pour moi c'est un plan très très émouvant. C'est juste le gamin qui fait un 87 et qui avance, et l'autre, c'est censé. Je fais un 80. Merci de rétablir cette vérité. Et là, il y a un jeu aussi, c'est vrai, c'était au scénario, parce que, par exemple, dans le roman, parce qu'il y a une autre temporalité, il y a un récit, toi, tu dis qu'il se prennent dans les bras et ça dure 2 ou 3 minutes. Et nous, au cinéma, on s'était dit, pour que ça dure jusqu'à la fin, il faut qu'il y ait une esquive de la part du fils. Le père veut le prendre dans les bras et lui il esquive. Et le matin, pour tout dire, puisqu'on ne prépare pas les scènes avant de les tourner, de devoir les tourner, ce matin-là, le moment où on a trouvé la scène, on s'est dit, c'est un duel. Donc elle est mise en scène comme un duel. Tiens, quand tu dis tout, vous ne préparez pas, vous ne répétez pas du tout avec les acteurs? Non, on ne fait pas de prédécoupage. On le fait le jour du tournage. Continuons un tout petit peu sur la musique. Vous dites quelque chose qui raconte quelque chose de la structure générale du film. Il y a 2 arts importants dans le film. Alors il y a le rapport à la littérature, notamment par le titre, mais il y a aussi la photographie et la musique. Et la musique, vous la renvoyez à une espèce de rupture générationnelle entre la musique qui renvoie à Bertrand Belin dans le film, et il y a un jeu de transmission, parce que quand même, c'est aussi Bertrand Belin qui apprend à son fils un certain nombre de choses, et qui du coup est sans doute à l'origine de sa vocation, ce vers quoi tend le film. Et du coup, toi, Chane, tu représentes cette autre génération de musique plus électro. Est-ce que tu peux nous raconter ta place dans la composition générale du film? Sans rupture, hein. Il n'y a pas de rupture générationnelle. Oui, complémentarité générationnelle. Alors, ma place dans la composition, moi j'arrive pendant le montage image, donc j'ai pas encore vu le film au début où j'en entends parler. C'est Joachim, le fils de Jean-Marie, qui me dit, voilà, ils sont en montage, ils ont une séquence dans laquelle ils ont une idée de musique et c'est pas encore sûr qu'elle va être. Les idées, c'est ce qu'il faut dire. C'est qu'on lui a dit, il y a 3 barrières. C'est des sauts en hauteur. Il y avait Daft Punk, il y avait. Oui, je sais pas si c'est Mike. Oui, c'est vrai. Laurent Garnier. Et Laurent Garnier. Et Modérate. Ouais. On lui a dit, tu sais, voilà, est-ce que tu pourrais. Dans l'esprit, mais pas en imitation, déjà faire autre chose, mais dans l'esprit. Oui. Et du coup, à partir de là, j'envoie des premières maquettes un peu à l'aveugle, sans avoir vu le film, juste avec les références. Et il y a quelques échanges où il me demande de renvoyer. Et là, ça commence vraiment à partir du moment où du coup il m'invite à une projection de montage et que là je vois le film, je découvre les histoires, ces enjeux et aussi du coup les enjeux des séquences musicales. Et là d'un coup c'est beaucoup plus rapide, déjà parce qu'on peut se voir pour en discuter, et puis aussi je comprends que il y a une question de style, parce que c'est la techno, parce que c'est une certaine culture, que c'est la musique électronique, mais que aussi c'est des séquences où il y a des choses qui se débloquent sans forcément de dialogue, et voilà, c'est là où c'est intéressant, quoi. Ouais. Après, on lui a passé commande. Les nuits sonores, qui sont les premières séquences dans l'ordre du tournage qu'on a tourné, puisqu'il conçoit aux nuits sonores à Lyon, ce qui était, donc, pour Karim notamment, c'était bien difficile, puisqu'il fallait tourner la fin au début, sans du tout avoir fait connaissance vraiment avec le personnage. Mais donc on a demandé à Chane, c'était quasi monté, mais nous on n'avait que des bouts de son direct, très beaux, mais des vraies musiques, des nuits sonores. Et donc en fait, Chane a constitué une sorte de... Il y a des ruptures selon les ambiances, mais en fait c'est composé par rapport à la dramaturgie de ce qui se passe dans le film. Et après c'est remixé comme si c'était en live. Mais ça c'est Chane qui a tout fait. Et quand on a écouté les premières musiques avec Annette,
c'est ça qui est... C'est là où on peut dire, c'est les Jim. Nous-mêmes, comment dire, on aurait eu des idées peut-être plus élaborées, plus volontaires, et tout d'un coup, quand on a entendu ça, on était dépassé par une espèce d'énergie, surtout d'évidence. Et on s'est dit, ben voilà, on est comme Emmerich face à Jim. Avec quand même un énorme romantisme. Alors là, si on parle des générations, c'est-à-dire nous, ce qu'on avait capté dans les nuits sonores, comme ça, plan par plan, Chan a amené un romantisme, mais qui n'a pas d'âge, qui n'a pas de siècle, qui n'a pas de... Et c'est ça qu'on a vachement aimé. Ta musique n'avait pas d'âge, il y avait le boum boum boum, c'était même pas 120, c'était je sais pas combien, 170. Et derrière, il y avait une mélancolie phénoménale. Alors, il y a un mélange des deux, ouais. C'est drôle, il y a une rythmique très très forte. C'est même pas 120 battements, je sais pas combien ils sont, 170 pardon. Donc c'est 170 battements. Et des nappes assez mélancoliques, et c'était très Jim. Qui veut poser la première question, vos réactions au film? Moi je vous abandonne, mais je vous ai adopté. Ok, merci. Où est-ce que C'est vous bon, avez on pourrait presque arrêter là. Mais non. Qui a une question ou une déclaration d'amour à faire maintenant? On peut inclure le producteur. Ah non, je ne sais pas s'il est resté du coup. Kevin. Franchement, quand tout le monde est content, tout le monde est content. Alors finalement, on a beaucoup parlé, donc voilà, s'il y a des endroits où... Mais sinon... Mais tu veux dire que ça fait pile 35 minutes, c'est ça? Je suis pas à la minute, mais je suis à la Allez, sensation il y d'attendre. a une question. Bonsoir. J'ai vraiment beaucoup aimé le film. Et ce que j'ai aimé, c'est en fait, c'est tout cet amour entre les gens, en fait. Ils s'acceptent tels qu'ils sont. Ils se quittent et lorsqu'il va pas bien, elle est là pour lui. Elle est seule avec son enfant, bah lui est là pour elle. Enfin, et tout a l'air simple dans la relation humaine, en fait. Et c'est d'autant touchant, justement, que justement, il n'y a rien qui pourrait les rapprocher. Et en fait, ils se rapprochent naturellement et de la meilleure manière, finalement. Même quand elle prend une décision qui est très dure, elle est racontée complètement n'importe quoi, comme qu'il a abandonné son fils et tout. Bien sûr, il a une réaction, c'est comme si elle le trahissait, surtout lui qui aimait tellement son fils. Et en même temps, quand ils se retrouvent, malgré au départ cette première réaction, eh ben, ils sont encore dans l'amour est toujours là entre eux, quoi. Et ça, je trouve ça fabuleux, quoi, en fait. Mais voilà, donc, mais bravo de mettre autant d'amour dans la relation humaine, en fait. Nous, sur Voilà, le tournage, bizarrement, c'est jamais trop fiable. Elle ne s'y fie pas à ce qui se passe sur les tournages, y compris sur le rire ou sur l'émotion. Mais la séquence qui a le plus ému l'équipe quand on l'a tournée, c'est quand il vient rompre et qu'il s'approche de la fenêtre, hein, et il lui dit juste « Je suis venu chercher mes affaires ». Elle dit « Oui, j'y avais pensé ». Et là, l'équipe, ils ont tous dit le soir « Mais des ruptures comme ça, on en veut tous les jours ». Et voilà. Et là, on a compris en fait que sans se fier à ce que les gens... Il faut se méfier de l'équipe. Enfin, pas des gens, je veux dire, mais de ce qui se passe sur un tournage. Mais on a compris que là, finalement, tout le monde pouvait comprendre comment nous, on pouvait faire évoluer une histoire qui se passe anormalement en réalité. C'est-à-dire, tu m'emmerdes, tu vas me piquer mon enfant, gna, 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 gna. On a compris qu'on pouvait vraiment faire autrement et que tout le monde se racontait l'autre histoire. Oui, bonsoir. Merci pour ce film plein d'émotions. Enfin, un des moments très difficiles à vivre, c'est l'abandon du fils en montagne, quand il abandonne Emmerich et qui lui dit « Bon ben voilà, maintenant tu rentres tout seul ». Et là, moi je l'ai cru perdu. J'ai pensé même à un suicide, je sais pas, au bout de l'échelle. Là, mais bon, les choses se sont arrangées. L'autre moment aussi, c'est le revirement de Jim quand il est disque jockey et que là, il est très dur au départ, il ne veut pas revoir son père.
et que finalement, voilà, l'explication se fait. Donc il y a plein de moments qui... Et puis, ça a résonné, enfin, de façon personnelle, je ne veux pas tomber dans la dramaturge, enfin, dans le... Comment dire ? Voilà, donc ça a résonné pour moi dans mon histoire personnelle, puisque j'ai été maman célibataire. Je me suis mariée avec quelqu'un quand mon fils avait 5 ans, et que malheureusement, ça ne s'est pas du tout passé dans l'empathie entre mon ex-mari et mon fils, que ça a mené à des situations très dramatiques où mon fils a failli perdre la vie. Je ne peux pas entrer dans les détails. Il se trouve que cet homme... Il fallait aller aux nuits sonores, il faut toujours aller aux nuits sonores quand on a un grave problème. C'est vrai, j'aurais dû. J'allais dans les clubs de jazz. Bon, c'est pas... C'est une bonne idée. C'est pas mal aussi. Et donc, une toute petite anecdote, et après à propos du terme de fils illégitime. Donc, mon fils était... Dans ce cas, il n'a pas pu appeler quelqu'un papa de toute sa vie. Ce mari ne lui a pas permis, et son père biologique, qu'il a pourtant rencontré, n'a pas eu l'occasion de lui... Bon, ça s'est pas fait. Et très récemment, au Méliès, enfin plutôt dans le grand hall de Méliès, j'étais assise à côté d'un groupe de jeunes ados, 14, 15, 16 ans, et j'entends l'un des deux traiter l'autre de bâtard. Et ça, c'est quelque chose qui me touche énormément. Ça me renvoie bêtement à mon histoire, parce que c'est pas... Mais je me suis permise de leur dire, excusez-moi, est-ce que vous savez ce que ça veut dire, bâtard? Ils m'ont dit, ah non. Je dis, bah écoutez, quand vous dites bâtard, vous voyez, moi j'ai été une maman célibataire, mon fils aurait pu être considéré comme un bâtard, et chaque fois que je l'entends dans la rue, ça me fait un pincement au cœur. Je me dis, bon, c'est dit de façon péjorative. Et alors ils étaient éberlués, ils se sont excusés, ils m'ont dit, madame, désolée, on savait pas que c'était... Non, voilà, c'est tout. Écoutez, on a le début d'un scénario. Mais cela dit, sur l'illégitime, c'est plutôt l'histoire d'un père, dans un sens illégitime, d'un garçon qui chaque fois en tout cas revendique pas sa légitimité. C'est ce qui en fait toute je pense l'émotion aussi. C'est-à-dire il veut pas adopter, il se sent chaque fois un peu illégitime. Sauf dans la relation qu'il crée peu à peu avec... Qui se sent, il les veut pas, les règles. Il n'a pas besoin des règles, il les veut pas. Je crois que dans légitime, il y a loi. Ça c'est sûr, c'est ce que je dis. C'est quelqu'un qui pense que... Non, mais c'est comme ça qu'on travaille. Non, mais là, le soir, une fois qu'on a bu des verres, c'est là que... Non, on ne dit pas ça, c'est comme ça qu'on travaille. On n'a jamais été d'accord sur cette question. Ça, c'est vrai. Alors, si on raconte l'histoire de l'écriture, ça a été la plus compliquée. Et sur ces questions-là, on n'est pas d'accord. Parce que moi, je pense que c'est pas qu'il est légitime, il ne les comprend pas, les règles. Tant qu'il a un rapport avec Jim, il s'en fout des règles. Et quand Florence lui dit, mais s'il m'arrive quelque chose que tu ferais, évidemment il dirait, je l'adopterai. S'il arrive quelque chose à Florence, ça veut dire que la loi il l'a pas intégrée, enfin le légitime il l'a pas intégré. Ce qui lui suffit, c'est qu'il a un rapport avec Jim. Donc c'est pas qu'il se sent illégitime, c'est qu'il comprend même pas le légitime. C'est là que les gens disent qu'on est d'accord, en réalité. Et ce qui était très touchant, non, mais parce que quand même, parce que c'est quelque chose de social, et ça parle de certaines personnes qui, dans beaucoup de situations, ne se sentent pas légitimes à revendiquer quoi que ce soit. Je pense que, pour revenir à la question de l'émotion... Pour avoir connu les tribunaux je vais au bout. Et je pense que il y a du monde dans les tribunaux pour enfants, et il y a du monde qui ne connaît pas la loi. Et c'est ça le problème dans les tribunaux pour enfants, les gens arrivent et ils ne connaissent pas la loi. Et le temps passé des juges, le plus grand temps passé par les juges, c'est expliquer la loi aux gens. Et ils ne savent même pas qu'il y a des lois qui peuvent régler ça. Et c'est ça l'histoire de la justice. Les gens ne connaissent pas la loi en réalité. Ils ont un problème personnel très intime
D'ailleurs, ils viennent pas de leur propre fait, c'est la police qui les amène là pour dire, bon, vous avez un problème, on va vous mettre devant des gens qui ont pensé à vos problèmes. Donc, ces gens, on leur explose les lois, et tout à coup, ils découvrent les lois. Et on leur dit, ah, mais j'aurais pu faire ça. J'aurais pu dire, c'est mon enfant. Eh oui, mon gars, tu aurais pu dire, ouais, c'est ça, mon enfant. Donc, c'est même pas illégitime, c'est juste connaître la loi. Et Emmerich est comme ça. Il a un rapport intime avec Jim, et ça va aller. Et nous, ce qu'on aimait, et dans le roman aussi, c'est-à-dire que ça crée des destins. Ça crée des destins de tout le monde. Ça crée le destin d'Emmerich, ça crée le destin de Jim, et ça crée une légende et un roman. Voilà. Après, qui est capable de raconter l'histoire après, ça c'est plus compliqué. Ça c'est parce qu'en fait, le film, c'est Emmerich qui raconte à Jim son histoire. Hein. Et sans juge, sans tribunal, ça on y tenait quand même. Laisse la parole au juge. Enfin, je me souviens de cette phrase, et je finis sur ça. Quand vous quittez le bar avec ta sœur. La justice, pourquoi faire? La justice, pourquoi faire? Un tribunal, pourquoi faire? Et on y tenait énormément à ce qu'elle soit prononcée. Un peu dans le même ordre d'idée, une toute petite chose. Je crois qu'on s'entend assez bien tous les trois. Et pas très longtemps, on me demandait pourquoi, qu'est-ce qui pouvait justifier cette osmose et tout ça. Et je m'étais dit une chose, c'est que quand je pose une question, j'ai deux réponses. Et ça, je crois que ça me convient très bien. Quand il n'y a qu'une seule réponse à une question, je trouve toujours ça un peu décevant et j'y crois, ça m'intéresse pas. Alors que quand il y a deux réponses, voire plus, mais il suffit de deux. La dialectique, c'est la vie, quoi. Donc, Dernière question, c'est pas sur l'émotion, c'est pas sur la légitimité, c'est sur l'utilisation de la photo dans le film. On a parlé de la musique, est-ce que vous pouvez nous dire votre choix sur cette utilisation de la photo? La photo en négatif, donc. Ouais, c'est ça. Pourquoi cette forme-là? Pourquoi à tel moment, etc. C'était dans le roman. Donc au cinéma, ça prend plus de puissance, c'est-à-dire que Emmerich n'a pas l'argent pour faire tirer toutes les photos. Donc on s'était dit, en cinéma, ça va prendre plus de puissance, on va montrer des négatifs. Ça permet aussi de ne pas être dans le côté photo, nostalgie. Chaque fois, c'est un peu en devenir, en latence. Après, ce qu'on a adapté dans le roman, il finit Emmerich par acheter un labo photo et a tiré quelques photos, voire pas mal. Et là, tout d'un coup, on a débarqué plutôt dans le numérique, c'est-à-dire il y a des milliers de photos, comme on a tous, et donc on sait finalement pas trop quoi faire. Ça devient beaucoup plus compliqué de faire des albums, on fait défiler ces trucs-là. Bon, et c'est ce qui arrive à Emmerich. Voilà, mais on trouvait juste, et déjà c'était très beau les photos en négatif. C'était là dès le début, hein. Ça faisait partie des idées que vous aviez dès le début. Je crois que la première rencontre, vous m'avez déjà tout de suite parlé des photos en négatif. C'était impressionnant comme vos intuitions et vos idées, vos premières idées de forme et de cinéma sont dans le film, tournées pendant le vrai festival des Nuits Sonores, intégrer des photos et même l'idée des négatifs, je sais pas. Et puis c'était un truc sur l'amateurisme. Pour nous, il n'y avait pas de problème à ce qu'on voit un personnage prendre des photos sans qu'on se demande est-ce qu'il est artiste, est-ce qu'il va devenir artiste. Et des milliards de gens font des photos et se posent pas la question pourquoi ils les font, etc. Et ça, on aimait beaucoup dans le roman. Donc nous, on se passe, j'espère qu'on se demande jamais dans le film est-ce qu'il va devenir un grand artiste. Je crois pas. Voilà. Non, c'est pas la question. Ce qui est beau, c'est justement, c'est très précis. Il devient photographe de mariage, quoi. Ouais. On travaille avec quelqu'un, on cite toujours nos sources, avec qui on travaille au scénario, qui nous dit oui, à ce moment-là, il photographie le bonheur des autres. Et c'est à la fois terrible aussi, c'est très émouvant. C'est-à-dire, il est tellement, voilà, il photographie le mariage des autres, et même quand il a sa discussion avec le fils, il est entouré de photos
de gens qui se marient autour de lui. Ouais, c'est Emmerich. Du coup, on va conclure avec Karim, parce que quand même, il va avoir le César du meilleur acteur pour ce film, vous le savez. Donc ce serait quand même frustrant qu'on... J'ai eu un dessert. T'as eu un dessert déjà, ouais. Ça, c'était bien. Donc, dessert plus il a César. fallu négocier quand même. Voilà. Au Méliès, il faut négocier le dessert. Il faut dire la vérité. Donc je veux bien que tu nous expliques, puisque tu as beaucoup insisté sur la douceur, et effectivement, une des grandes forces du film, c'est cette espèce de douceur du personnage, mais aussi du scénario, du fait que le scénario ne repose jamais sur des obstacles et des conflits comme un scénario classique pourrait le proposer. Toi, comment est-ce que tu as vu et interprété le fait que le personnage ne se révolte pas, le fait qu'il ne traverse pas l'Atlantique, le fait qu'il ne conteste pas, et du coup, d'une certaine façon, qu'il encaisse tout ça tout en tenant quand même sa note pour, à l'arrivée, une sorte de happy end malgré tout? Déjà, je trouvais que le destin était assez commun. En fait, c'est ça qui me plaisait aussi, c'est que je trouvais que c'était un destin assez universel. En fait, des gens qui rencontrent des difficultés dans la vie et qui continuent à avancer sans céder à la violence. Oui, y compris difficultés économiques et sociales, parce qu'on n'en a pas parlé, mais c'est très important dans le film. Bien sûr, mais en tout cas, ça ressemble à la vie de beaucoup de nos concitoyens. Je me mets à parler comme un politique, j'ai peur. On dirait Vincent Lindon. Private joke. Non, très bien. Plaisir. Faut le filmer. C'est que je trouvais ça justement un destin universel et commun, et je trouvais que c'était assez joli d'avoir un personnage qui justement ne cède pas à la violence, mais qui continue d'avancer. Je trouvais ça aussi intelligent que en scénario, il existe une possibilité à un moment que ce destin dérape complètement. Il va quand même pour enlever cet enfant. Oui. Cet homme qu'on qualifie d'extrêmement gentil, etc., par amour. Tout d'un coup, c'est un événement. Laetitia qui rentre dans la chambre et qui allume la lumière, et hop, ça n'existera jamais. Mais une possibilité, quand elle existe une fois pour moi en scénario, c'est comme si elle avait existé tout le temps. Et c'est pas un petit acte de tout d'un coup, c'est un acte énorme. Et ça, j'aimais beaucoup ça dans le scénario. Après, pour travailler sur la douceur, j'avais la chance d'avoir des partenaires en or, d'avoir Laetitia. J'ai été fasciné par toutes ces couches de lecture qu'elle a ramenées au rôle, et s'il y a peut-être un peu d'empathie pour ce personnage, parce qu'elle développe toute une gamme d'émotions et de complexité dans le rôle, et avec beaucoup de mélancolie dès le départ. Quand elle parle tu regardes des hommes sur elle, moi ça me touche beaucoup quand elle dit voilà, j'habitais cette petite ville, etc. Et les gens me jugent souvent impudique. On sent toute la mélancolie et toute la dureté aussi de ce qu'elle envoie, et c'est ce que je trouvais très beau, c'est que c'est des personnages très dignes. Tous, même dans une forme d'honnêteté, malgré des mensonges terribles, des choses qui s'y passent. Je trouvais qu'ils avaient cette qualité dans la vie de pouvoir dire les choses. Heureusement que c'est du cinéma, parce que dans la vie, j'imagine que si on se disait tous des vérités comme ça, on s'entretuerait rapidement. Mais je trouvais les personnages hyper dignes émotionnellement, quoi. Et encore une fois, le destin, finalement, si peu présenté dans un rôle principal de quelqu'un d'intelligent, de doux, qui essaye d'avancer, en tout cas qui n'a pas pour... il a des tentations, mais il ne cède pas à cette violence. Je trouve que c'est un destin, même dans des vies difficiles, je trouve que c'est un destin assez commun en France. Ça fait encore que ça marche, c'est parce que ça tient beaucoup sur la volonté des gens et de l'intelligence des gens. Et je trouvais que c'était un film, moi, qui m'a fait beaucoup, bizarrement, penser pas du tout à Demy, etc., mais plus... peut-être par l'intérim, peut-être par les grands espaces, à Steinbeck. Parce que dans la dureté et l'âpreté, il y a beaucoup de douceur chez Steinbeck, mais dans la dureté et l'âpreté des vies. Et c'est des vies de personnages comme ça que je trouve à la fois délicates, des rapports doux, et en même temps complexes. Et c'était quelque chose qui m'intéressait. Puis il y a eu Sarah Giraudot, la deuxième actrice quand même, qui apporte aussi une force, parce qu'on a parlé de la musique, mais il faut voir quelle force elle envoie comment elle incarne dans le corps. Là, je lui rends hommage, parce que vraiment, ce qu'elle fait, je trouve, à travers le corps, la danse, j'étais assez fasciné, quoi, d'avoir cette chance. Donc en fait, voilà, il y a plein d'acteurs, de corps différents dans leur cinéma, comme dans la vie. Ça aussi, c'était bien. Je veux dire, Bertrand Belin et moi, on est un peu différents.
Je suis beaucoup plus beau, je sais. Oui, oui. Non, mais voilà, je trouvais qu'il y avait une complexité, une belle mécanique de scénario, qu'il y avait surtout un destin qui est assez peu mis en avant et que moi, par exemple, je retrouve dans les films anglais de Ken Loach, ce genre de personnages qui font face aux difficultés, qui restent dignes et qui essayent d'avancer. Et en ça, je le répète, je crois que c'est un destin assez commun, qu'on voit, qui est peu mis en lumière au cinéma, où souvent il y a des grands changements psychologiques, où il y a des choses où les personnages cèdent à la tentation d'une violence. Et là, ce que j'aimais dans la complexité du scénario, c'est comment, finalement, ça aurait pu exister, mais ça n'existe pas. Et quand ça existe une possibilité une fois, c'est comme dans la vie, quoi. Il y a quelque chose de trouble. Et j'aimais beaucoup ça. Et je trouvais que les rapports d'intelligence entre les personnages, cette forme d'honnêteté, cette forme de qualité humaine qu'il y a dans tout le film, ça en faisait un film assez complexe et riche. Et puis que des partenaires, Noé Habitat, qui me fait beaucoup rire. On dirait un personnage des frères Cohen, parce qu'elle propose de tuer les gens pour régler les problèmes. Une vision un peu plus radicale. Mais je trouvais ça super. Et je trouve que le scénario est hyper intelligent dans la construction. C'était assez fou d'avoir un destin de vie qui paraît comme ça, simple, et en même temps qui est complètement romanesque, où il y a très peu de quotidienneté, même si ça pourrait paraître quotidien, ça ne l'est pas. Comme il le dit souvent, il y a une scène de petit déjeuner en 25 ans de vie et une autre scène où il l'amène à l'école. Et ce qui se dégage même je veux dire, la puissance de leur écriture, et bravo vraiment encore à eux trois. Quelque chose, moi, qui me troublait beaucoup dans la scène des retrouvailles, où je me suis dit, waouh, le niveau d'écriture, c'était quand il retrouve son fils de 23 ans. Ce qui est beau, c'est l'écriture qui vient derrière. Qu'est-ce qu'il lui propose? Un goûter. Mais en fait, c'est comme s'il avait bloqué. Il a beau faire 1m87, pour lui, il a bloqué à 10 ans. Et puis, cette rupture-là émotionnelle, elle ressort tout de suite en une phrase. Et ça, c'est la puissance de l'écriture. Ça permet aussi d'incarner beaucoup. Quand tout n'est pas dit dans les mots et que ça laisse des possibilités d'incarnation. Voilà. Je sais même plus c'était quoi la question. Mais la réponse était super. Ouais. Merci beaucoup à tous les 5. Et bonne soirée. Le film est sorti aujourd'hui, donc on va en parler partout autour de vous. Et comme on est actuellement la 2e salle de France en nombre d'entrées sur les 350 qui programment le film, c'est ici qu'il faut envoyer vos amis.